Merci de votre généreuse compagnie. Alors, je vais traiter des questions de l'évolution et certains d'entre vous réagiraient après coup, c'est ça un cours de maths? Justement, j'aimerais faire hausser quelques sourcils, comme ça, et montrer surtout qu'un mathématicien appliqué digne de ce nom peut trouver sa matière première à beaucoup d'endroits qui ne sont pas a priori mathématiques. Et que, en fait, ce sont les questions les plus naturelles, les plus naïves, qui exigent la modélisation la plus fine. Et du reste, je sais que c'est le pont des vacances, décontractez-vous, ce sera très peu technique, mais quand même, je vais dire des choses fracassantes. Voilà, on va commencer à faire les mathématiques. À propos, j'ai dit quelque chose de semblable la semaine dernière, mais à la fin de chaque cours, les gens se sentent obligés de poser des questions. Vous n'êtes pas du tout obligés, hein, mais si vous vous sentez obligé, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait que demander en général. Et donc, si vous êtes à court d'idées, vous pouvez me demander qu'est-ce que c'est que cette photo. C'est déjà le début. Très bien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est assis là. Bon. Alors, vous savez, la théorie de l'évolution a choqué les Européens, comme vous savez, historiquement. En France, peut-être pas autant, mais en Angleterre, en tout cas, il y a eu un débat très célèbre, qui est resté célèbre, entre l'évêque Wilberforce et Huxley, qui était un défenseur de Darwin, en 1860, et pendant lequel l'évêque a demandé à Huxley, mais est-ce que c'est du côté paternel ou du côté maternel que vous descendez des singes? Très célèbre. Hein? Alors, pourquoi l'évolution a-t-elle choqué tout le monde en Europe? Et bon, il y a beaucoup de théories, mais moi, j'ai ma propre théorie, petite théorie. À mon avis, l'évolution a choqué tout le monde en Europe parce qu'en Europe, il n'y a pas de singes. C'est vrai. Sauf sur les rochers de Gibraltar, il y a peut-être 300 singes, macaques plus précisément, mais ailleurs, il n'y a pas de singes en Europe. Alors qu'en Asie, je viens du Japon, il y a des singes partout, en Inde, en Chine. Si vous vivez parmi les singes, il est absolument clair à tout le monde que les humains et les primates sont de la même famille. Et on ne peut pas éviter ce constat parce qu'on les voit partout. Même jusque dans les récits de folklore, il y a des histoires comme les singes et les humains sont de la même famille, et ainsi de suite. Donc ça ne choque personne. Mais en Europe, il n'y avait pas de singes, c'était ça le problème. Mais même pour les habitués aux singes, en fait, la théorie de l'évolution est un peu gênante parce qu'elle semble parfois dangereusement tautologique. Vous savez le genre d'argument que vous entendez. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des gènes qui ont la propriété de se répandre plus nombreux, et ce sont ces gènes qui se répandent plus nombreux. Mais alors, où est le contenu? Et donc, ça semble être très tautologique, et j'aimerais bien trouver avec vous le contenu non trivial. Et pour cela, il faut regarder le côté dynamique, pas quasi statique de l'évolution. Alors, le problème 94, commençons par nous demander pourquoi sexe. Vous allez me dire pourquoi pas, mais quand même le sexe, ça coûte très cher aux vivants. Par exemple, bon, il y a des dépenses métaboliques, et aussi la baisse de probabilité de reproduction, parce que pour se reproduire sexuellement, il faut que deux individus se rencontrent, et vous savez combien il est difficile. Donc, à l'école normale, on organise des booms, on organise des machins, voilà, mais c'est en général très difficile, parce que et ma foi, bon. Et aussi, on est quand même vulnérable pendant l'acte. Il y a par exemple des lions qui arrivent et essaient de vous manger pendant que vous passez l'acte. Bon, ça c'est, etc., etc. C'est quand même très coûteux le sexe. Alors pourquoi on fait le sexe? Et est-ce qu'il y a un avantage qui compense toutes ces dettes biologiques? Et dans la littérature, ma foi, en fait, il y a beaucoup de gens très intelligents qui traitent le sexe comme un mystère encore. Et maintenant, et même s'ils ne traitent pas comme mystère, ils pensent à quelques avantages, mais souvent on ne quantifie pas.
Alors, c'est une tentative pour quantifier l'avantage d'avoir du sexe, de faire du sexe. Alors, solution 94. Cette partie est un peu barbante parce que je vais faire du calcul. Mais ne vous inquiétez pas, au bout de 20 minutes, on va sortir de là et puis on va passer à d'autres choses. Et voilà. Alors, maintenant, je vais modéliser le génotype d'un individu, c'est-à-dire votre génome. Vous savez, il y a un génotype par une liste de nombres 0 ou 1, un vecteur, si vous voulez, G, dont les composantes, et en langage plus biologique, ça fait plus chic, des allèles, hein, ça veut dire composante d'un vecteur. Hein. Donc, G1, G2, jusqu'à G majuscule. G majuscule, c'est la taille de votre génome. Hein. Et chaque composante, chaque allèle est 0 ou 1, et elle indique en fait si la IM allèle est adapté ou non à l'environnement. 1, c'est adapté, 0, non, c'est pas adapté. C'est le cas, enfin, c'est le modèle le plus simple possible. Et on appelle traditionnellement valeur sélective de votre génotype. Donc, vous avez un certain gène, moi j'ai un certain gène, vous sommez ces composantes. Donc, vous comptez le nombre de 1 qui existe, et c'est ça votre valeur sélective. Bon, ça c'est, lorsque G est énorme, ça c'est aussi un nombre énorme. En anglais, à propos, c'est pas selective value, c'est fitness. Hein. Retenez-le parce que ça c'est le mot qui revient très souvent dans la littérature. Il vaut mieux peut-être parler de W sur G, parce que c'est la proportion de 1, la partie de votre gène qui est bien adaptée à l'environnement, ça s'écrit en W minuscule, pardon, et delta de W minuscule, c'est la partie qui dépasse 1,5. D'accord? Donc si vous êtes relativement bien adapté déjà à l'environnement, delta de W est positif, alors que si vous n'êtes pas du tout adapté, eh bien, il est négatif. Bon, pour la plupart des espèces qui existent hein, déjà, delta W est positif, c'est-à-dire que vous êtes à peu près bien adapté, mais c'est une question de s'adapter mieux, un peu pire, et ainsi de suite. Mais c'est toujours positif si vous vivez déjà. Bon, d'accord. D'accord? Les sous-notations. Maintenant, on va penser de façon abstraite. On considère un espace, voilà. Si vous voulez, c'est un espace qui représente tous les génotypes possibles, tous les profils possibles de l'environnement dans ce langage. Si vous voulez, c'est le produit direct avec G facteur de 0 ou 1. D'accord? Et dans cet espace, il y a un point qui représente l'environnement, d'accord? Qui représente un certain profil de l'environnement, qui a ses propriétés et machin. Et vous, c'est-à-dire votre espèce, forme une espèce de nuage, une distribution de génotypes, et qui essaie de suivre cet environnement. L'environnement change, hein, et puis tout ce nuage de distribution de génotypes essaie de suivre l'environnement, essaie de s'y adapter. Si l'environnement fait le virage comme ça, oh là là, il ne faut pas aller comme ça, il faut tourner dans ce sens, et puis voilà. Et on essaie de l'attraper. Et aussi vite que possible, aussi efficacement que possible. D'accord? C'est ça l'image. Donc, on travaille dans cet espace à dimension G, donc c'est gigantesque. Hein? Et on considère la TIème génération. T, c'est le temps. D'accord? De génération en génération, on essaie de poursuivre, c'est la vitesse de la poursuite qui est très importante dans un premier temps. Et la cible qu'on chasse, pour ainsi dire, c'est l'environnement. Maintenant, j'ai appris à dire de la part de M. Bergeron que pullback, en français ça se disait tirer en arrière. Donc si on tire en arrière, l'environnement a un point fixe 1, 1, 1, 1, 1, d'accord? Mais c'est très joli parce que du coup, vous comptez le nombre de 1 qui sont présents dans votre valeur sélective, et c'est ça un peu la mesure quantitative de si vous êtes bien adapté ou non à l'environnement donné. D'accord? Donc, désormais, l'environnement se trouve toujours un point fixe, mais en fait, en réalité, l'environnement bouge tout le temps. Et ce sera très important plus tard. Et la moyenne espérance de WT, T indique la Tème génération, sur l'espèce, à ne pas confondre l'espèce et l'espace. Hein. Donc, sur l'espèce, donc tous les individus de l'espèce, vous moyennisez ceci, mesure combien cette espèce, à la Tème génération, est adaptée à l'environnement. D'accord? Très bien, ça c'est le dessin. Maintenant, il y a deux théorémoïdes 95 et 96. Le premier théorémoïde vous donne la vitesse de la poursuite. Une espèce donnée est capable de poursuivre l'environnement, comme ça, mais
à une vitesse qui dépend de si vous pratiquez le sexe ou non. Si vous ne faites que des mutations aléatoires dans vos gènes, eh bien, vous poursuivez à une vitesse à peu près de l'ordre 1, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, à la suivante, vous rattrapez l'environnement à un taux qui est de l'ordre de 1. D'accord ? Et c'est le taux auquel, si vous voulez, l'espèce apprend de l'information de l'environnement. L'espèce vit dans l'environnement, et en faisant ceci et cela, en se produisant, en se faisant tuer par l'environnement, l'environnement vous laisse survivre, on apprend l'information. D'accord ? Donc, combien de bits, si vous voulez, par génération vous apprenez, c'est ça qu'on quantifie. D'autre part, si vous pratiquez le sexe, il se trouve que vous allez à une vitesse beaucoup plus grande, de l'ordre de racine de G. Et ce facteur de racine de G revient très souvent. Donc, vous allez beaucoup plus vite qu'à la vitesse 1. D'accord ? Ensuite, on a parlé de la vitesse, mais aussi il faut parler de la stabilité, de la robustesse. Hein ? Par exemple, si beaucoup de mutations surviennent trop violemment, par exemple, si vous êtes dans une pollution radioactive, eh bien, votre valeur sélective, on souffre. Hein ? Vous commencez à avoir des maladies, et ainsi de suite. Alors, on se demande jusqu'à quel taux de mutation, disons petit m, une espèce peut-elle supporter ce genre de mutation et maintenir la vitesse de l'apprentissage d'informations, qu'elle soit positive toujours. Est-ce que vous êtes... c'est bon ? Donc, s'il y a beaucoup trop de mutations qui arrivent, hein, qui vous rendent malade, eh bien, ça ne marche plus. Alors, on aimerait être assez tolérant à ces mutations et toujours savoir maintenir ce rythme de suivre le changement du climat, changement de votre environnement. D'accord ? Alors, la stabilité, le résultat de stabilité, c'est le théorème suivant. La vitesse de la poursuite de l'environnement restera positive tant que le taux de mutation, hein, il est petit, hein, ne dépasse pas, pour les espèces qui n'utilisent que les mutations, l'ordre de 1 sur G. Mais si vous vous servez du sexe, vous êtes beaucoup plus tolérant, vous pouvez supporter jusqu'à 1 sur racine de G. D'accord ? Encore une fois, il y a un gain par un facteur de racine de G. D'accord ? Je vais mettre un nombre. Vous savez, si vous avez eu la malchance d'assister à mes cours dans le passé, que je donne de temps en temps des nombres à retenir, parce que ce sont des nombres, peut-être une vingtaine au total, qui vous permettent de tout comprendre dans l'univers dans lequel vous évoluez. Alors, memoranda, ici, vous connaissez la taille de votre génome, à peu près? C'est ça. Pour nous, pour notre espèce Homo sapiens, Homo soi-disant sapiens, G, c'est de l'ordre de 3 fois 10 puissance 9, 3 milliards. C'est ça. D'accord ? Retenez cela parce que ça vous aide à estimer beaucoup de choses. Bon, du reste, j'ai ici mis une liste en anglais, malheureusement, mais de la taille de gènes à peu près pour différentes espèces et ainsi de suite. Mais en attendant, alors, un facteur par lequel on a gagné la vitesse de la poursuite, d'une part aussi la robustesse de votre tolérance à des mutations délétères, c'est quoi? C'est racine 2 d'un milliard, c'est de l'ordre de dizaines de milliers. Donc, si vous utilisez le sexe accélère l'adaptation par un facteur de dizaines de milliers, hein, par rapport au cas où vous n'utilisez pas de sexe. D'autre part, votre tolérance aux mutations délétères est améliorée par un facteur semblable de dizaines de milliers. C'est énorme. Hein? Ça donne un avantage certain. À propos, si vous êtes de nature orgueilleuse et vous trouvez que l'homme, c'est le summum de l'évolution, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ne serait-ce qu'à cause de la taille de G, on est à peu près là, donc 3 fois milliard, n'est-ce pas? Mais il y a des plantes qui ont des génomes beaucoup plus... Et même des grenouilles nous dépassent souvent. C'est vrai que les champignons sont un peu là, des vers de terre sont là, bon, ça, on s'y attend, mais quand même, voilà, on fait concurrence aux grenouilles et puis on perd. Voilà. Alors, pour discuter de ceci, je vais finir par vous démontrer ce facteur de racine de G.
la vitesse de la poursuite, d'une part, et la tolérance aux mutations délétères. Mais en attendant, une petite définition, parce que vous aimez les définitions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est qu'une portée? Portée, P-O-R-T-E-E. Par définition, c'est un ensemble d'enfants qui sont nés en même temps. D'accord? Si vous avez des frères et des sœurs, ils ne font pas partie de leur portée, de votre portée, à moins que vous ne soyez jumeaux. D'accord? Donc, pour les hommes, pour l'humain, une portée est souvent un singleton. On va revenir à cette question. D'accord? Ça c'est portée. OK? En anglais, ça s'appelle litter. Alors, problème 99, on s'approche du numéro 100. Ça, avant de montrer ces théromoïdes, je vais raconter une petite histoire. Supposons qu'une espèce asexuelle, donc qui n'utilise pas le sexe, soit exposée à des mutations très violentes, mais au-delà de sa tolérance. On sait que la tolérance pour une espèce asexuelle, c'est de l'ordre de 1 sur G. Mais disons que c'est 1 sur G puissance alpha, où alpha est plus petit que 1. D'accord? Par exemple, A sur racine G, une espèce sexuelle peut tolérer ce taux de mutation, mais une espèce asexuelle ne peut pas la tolérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, en fait, si vous n'avez pas de sexe et si vous êtes attaqué par ces mutations? Quelles sont les stratégies possibles pour que l'espèce survive? Voilà. Eh bien, une solution, bien sûr, c'est d'augmenter la portée. D'accord? Donc, vous avez beaucoup d'enfants. C'est une solution. Et en fait, c'est une solution adoptée par beaucoup d'espèces qui n'ont pas de sexe. Mais à quel prix? Cette stratégie, qui marche quand même, mais coûte très très cher. Parce que, vous voyez, vous êtes une parente, et quelle est la probabilité qu'aucun allèle de G ne subit de mutation? Eh bien, à cause de la sexualité, c'est tout simplement un calcul de probabilité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mélange comme ça. Donc, chaque allèle a la probabilité 1 moins m de rester, d'accord, ne pas subir de mutation, c'est puissance G. Et je vais réécrire comme ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ce que je vois ici, 1 moins m, puissance 1 sur m étant très petit, ça c'est l'exponentiel. On est très bien. Donc c'est exponentiel de moins vient de ça, et mg. Et m, c'était de l'ordre de, donc c'est exponentiel moins 1, g puissance 1 moins alpha. En tout cas, ça c'est ce genre de choses. Ça c'est la probabilité. Donc, pour compenser à cette probabilité, pour produire ne serait-ce qu'un enfant conservant le même génotype que le vôtre, eh bien, il faut combien d'enfants? Il faut autant d'enfants, c'est-à-dire exponentiellement. E puissance G puissance 1 moins alpha. Et donc, c'est vrai, en augmentant la portée, vous pouvez contrer cette attaque des mutations, mais en fait, il faut augmenter votre portée de façon exponentielle. Et ça coûte extrêmement cher. D'accord? Encore une évidence pour l'avantage du sexe. D'accord? Bon. Alors, nous allons démontrer ces théoremoïdes dans le paragraphe suivant, mais si ça vous embête, vous pouvez dès maintenant aller dans un bar du quartier et revenir dans 20 minutes. D'accord? Si ça vous embête. D'accord? Très bien. D'accord? Très bien. Bon, maintenant, le deuxième chapitre, esquisse du calcul. Vous êtes encore là? Bon, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être 2 pages et on fera une pause après. Donc, ce que nous voulons montrer, c'est que en utilisant le sexe, on accélère la vitesse de la poursuite de l'environnement par un facteur de racine de G. D'autre part, cela améliore votre tolérance aux mutations délétères par aussi un facteur de racine de G. D'accord? C'est ça. Et ce facteur, ma foi, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers. C'est énorme. Voici comment on va procéder. Un modèle en jouet de la sélection naturelle. Je vais dire ça rapidement en mots. D'abord, les parents de la TIème génération, par exemple moi, ils engendrent un nombre d'enfants, disons, 2 fois leur propre nombre. Disons qu'on a une population de 100 personnes dans un village, et un jour, pouf, naissent 100 enfants. D'accord? Pardon, 200 enfants. 200 enfants. Et tout de suite, les parents meurent.
Donc, il ne reste que 200 enfants qui sont laissés comme ça. Et après, parmi ces 200 enfants, il y a des génotypes différents, n'est-ce pas? Et la partie supérieure, mieux adaptée, survit, et la partie inférieure, la moitié inférieure, moins adaptée, meurt, sont éliminées. Et il reste après 100 personnes qui deviennent les parents de la génération suivante. D'accord? Donc, on commence avec 100 parents qui donnent naissance à 200 enfants. Les 100 parents meurent tout de suite, ils disparaissent. Et parmi ces 200 enfants, la moitié supérieure survit, l'autre moitié inférieure est éliminée. Et cette moitié supérieure, supérieure au sens de, parce que mieux adaptée à l'environnement, deviennent les parents de la génération suivante, T plus unième génération. D'accord? C'est ça le modèle. Alors, on va poser, pour faire ce calcul, d'abord W, je l'ai déjà défini, c'est la valeur sélective. Disons que c'est la valeur sélective d'une parente, moi par exemple. Et après, W plus, delta mu, je donne naissance à plusieurs enfants dans une portée, et c'est la moyenne sur la portée de mes enfants, d'accord, de la valeur sélective. Et ensuite, sigma au carré, c'est la variance chez la portée. Donc, il y a une variation de génotype par mes enfants. Voilà, ce sont les paramètres, delta mu et sigma. Et ça, ce sont si vous voulez, des quantités avant la sélection, juste après la naissance. Donc, ils n'ont pas encore subi les vents et les tempêtes de ce monde méchant. Ils viennent de naître, ce sont les nouveau-nés très mignons. Ils sont tous, on leur souhaite la bienvenue, mais maintenant commencent tous les défis de la survie. D'accord. Maintenant, pour simplifier les formules, je peux faire le cas général, mais disons que toutes les distributions auxquelles on a affaire sont gaussiennes. Alors, les coefficients que je vais montrer se simplifient tous à 1, il se trouve. Sinon, il y aura racine de 2 puissance pi, un machin, enfin, il faut faire des estimations, mais on va supposer les gaussiens parce que la conclusion ne change pas. Et de toute façon, s'il y a beaucoup d'ambigus, c'est toujours gaussien. Et on vérifie qu'après la sélection, donc après que le monde ait été très très méchant, la vitesse d'apprentissage de l'information, comme j'ai dit, alors espérance c'est toujours moyenne sur l'espèce, c'est de l'ordre de la moyenne sur toute espèce de delta mu plus sigma. Ça, je pense que c'est très intuitif. D'abord, chaque enfant, les enfants diffèrent de vous par cette quantité, et si vous faites la moyenne sur toute la population, eh bien, c'est ça qui vous donne à peu près la vitesse d'avancer. Mais il y a un décalage dû à la sélection, sigma, parce que j'ai pris, disons, une distribution gaussienne, il y a la partie supérieure et la partie inférieure, et je n'ai pris que la partie supérieure. Et on se demande quelle est sa valeur sélective après avoir survécu à cette sélection naturelle. Eh bien, la moyenne va monter quand même. De combien? De l'ordre de sigma, parce que c'est la déviation standard. Ça, c'est tout à fait intuitif, c'est aussi correct. On va l'appeler ça formule 0. Alors, ayant obtenu ceci, je vais commencer à estimer la première expansion, c'est-à-dire expansion exactement 100, concerne les espèces asexuelles. Donc, il n'y a pas que mutation. Et la deuxième expansion, ce sera l'espèce sexuelle, c'est-à-dire nous. Et enfin, la troisième expansion, après un petit détour, ce sera une discussion de la tolérance. D'accord? 3 choses. Accordez-moi quelques minutes. La première expansion, alors, expansion 100, de la vitesse à laquelle l'espèce poursuit l'environnement changeant, pour une espèce qui évolue seulement par mutation. Il n'y a pas de sexe du tout. D'accord. Alors, on va calculer delta de mu et sigma au carré. Et c'est simple parce que, regardez, ne faites pas attention aux formules. En fait, ce qui se passe, c'est ça. Vous avez un génome, d'accord? Il y a G places, d'accord? Chaque place est 0 ou 1. 1, c'est désirable, 0, c'est nul, d'accord? C'est le cas de dire, 0, c'est nul. Bon, alors, et il y a des mutations, donc pour chaque place, vous changez 0 à 1, 1 à 0, au hasard, voilà. Et vous êtes bien adapté, donc il y a la majorité de 1 déjà, et si vous changez au hasard, eh bien, vous allez peut-être sans doute baisser votre valeur sélective, parce qu'il y aura davantage, parce qu'il y a déjà beaucoup plus de 1 que 0. Si vous changez tout
au hasard, vous aurez beaucoup plus de 0 que 1. Donc c'est une mauvaise stratégie déjà, une mutation. D'accord? Et de combien? Eh bien, vous lancez une pièce de monnaie chaque fois, donc vous avez affaire à une distribution binomiale. C'est tout ce qu'il y a. D'accord? En détail, différentes allèles de G, ce sont différentes composantes, sont indépendantes, disons, et chaque composante GI change 0 ou 1 avec probabilité de mutation petit m. Alors, chez une parente, W allèles sont 1, vous vous rappelez, et G moins W allèles sont 0. Donc, chez la portée qui vient de naître, avant la sélection, 1 apparaît, donc combien de places? Eh bien, il y a la probabilité 1 moins m que chacun de W places reste 1, donc c'est ça, plus il y a la probabilité m que chaque 0 change en 1, et il y a G moins W0, et si vous calculez, c'est ça, vous faites un peu d'arithmétique avec la définition de delta W, c'est ça, et d'où on obtient que, en fait, c'est ça le W, et c'est ça le changement, c'est ça la variation. Donc, c'est delta de mu, c'est ce terme, moins 2mg delta W. Et ma foi, pourquoi sigma au carré? Parce qu'on a eu G place, et pour chacun, on a comment dirais-je, lancé des pièces de monnaie, donc on a la variance qui est m fois 1 moins m. Parce que, je vous rappelle quand même, dans une distribution binomiale à paramètres n et p, c'est-à-dire que vous lancez une pièce de monnaie qui vient face avec probabilité p et pile avec probabilité 1 moins p, n fois, eh bien, combien de faces espérez-vous avoir? C'est un np, bien sûr, et quelle est la variance? C'est np fois 1 moins p. Tout le monde connaît ça. Bien. Alors, on dessin, voici ce qui arrive. Et le dessin montre que vraiment, n'utiliser que les mutations, c'est une bêtise. Parce que vous commencez avec, disons, une distribution de parents. Donc, j'ai dessiné le graphe comme ça, hein, parce que ça, c'est W. La moyenne est là. D'accord? Le nombre, c'est ici. W, c'est là. Et voilà, on a fait des mutations. Donc, on va d'abord étaler un peu la distribution et la moyenne baisse, hein, parce qu'on était mieux adapté avant. Et après, on coupe en deux et on garde la moitié supérieure. Voilà. Donc, ça, c'est après sélection des enfants et les parents. Donc, c'est ça, d'une génération à l'autre. D'accord? Et on voit immédiatement, d'accord, ça tombe sous le sens, que delta mu est négatif, parce que c'était les mutations. Et que donc, la moyenne sur la portée de la valeur sélective diminue par rapport à celle de la parente. Et en vertu du fait qu'on pratique m est très petit, on peut approcher m fois 1 moins m par m. Donc 0, cette formule qui disait avant que... Où est la formule, pardon? Voilà. Donc la vitesse de l'apprentissage de l'information, c'est la moyenne de delta mu plus sigma. Sigma, c'est le décalage dû à la sélection. Ça devient... La vitesse est égale à cette valeur de delta mu plus racine de Gm. En fait, c'était racine de Gm fois 1 moins m, mais 1 moins m, c'est la même chose que m. C'est la formule 1. Formule 1, ça ne va pas vite, malgré son nom. Alors, le membre droit, ici, comment est-ce qu'on peut maximiser? Eh bien, maximiser par rapport au taux de mutation, donc je dérive par rapport à m, je mets la réponse comme 0, et on trouve que le maximum est donné par cette valeur de m, c'est-à-dire 1 sur 16 fois g fois delta wt au carré. Bon, ça c'est une expression compliquée, mais ce qui est important, c'est que lorsque je remets ça dans le membre droit, on peut estimer la vitesse de l'apprentissage d'informations, comme ça, d'une génération à la suivante, et au plus de cet ordre, 1 sur 8 fois dwt. D'accord? Et on voit tout de suite que c'est indépendant de G, c'est de l'ordre 1. Ça ne change pas lorsqu'on change G. C'est ça. Alors, le squelette logique, c'était très simple. On fait des mutations, on lance des pièces de monnaie, donc ça va baisser la moyenne. Mais par contre, il y a quand même la variation, donc la variance. Donc, il y a une compétition. Alors, est-ce que ça monte, ça descend? Pour optimiser, il faut balancer, équilibrer et la moyenne et aussi la déviation standard. Et la réponse élimine la dépendance en G. C'est ça. Donc, pour les mutations, c'était ça. Vous pouvez tout oublier et recommencer le même calcul pour
une espèce maintenant sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour une espèce pratiquant le sexe, c'est l'espèce intelligente. Alors, les génotypes des deux parents, maintenant il y a deux parents, par exemple moi et ma femme. Nous nous rencontrons, nous tombons amoureux et nous faisons des enfants. Alors, G de moi et G de ma femme sont mélangés, d'accord, de façon aléatoire. On prend ceci ou cela, c'est là qu'on lance une pièce de monnaie, d'accord, mais ce n'est pas la mutation. J'exclus la mutation, je ne fais que le mélange sexuel, d'accord. Maintenant, donc, G reçu par la portée, donc il y a tous nos enfants, disons que nous avons 10 enfants, oh là là, et voilà. Combien d'allèles proviennent de 1 des deux parents? Eh bien, G fois W au carré. Parce que moi, j'ai la fraction petit w de 1, ma femme aussi a la fraction w de 1, donc si on veut avoir 1 de chez moi et 1 de ma femme, eh bien, il y a la probabilité w au carré, fois G, ça vous donne le nombre d'allèles. D'accord? Et aussi, si on veut avoir 1 d'un parent et 0 de l'autre parent, eh bien, il faut faire ce calcul, c'est G fois W fois 1 moins W, mais il y a 2, parce qu'il y a 2 possibilités, et allèle de 1 chez une parente et 0 de l'autre parente. D'accord? Et pour ces dernières, on choisit 1 ou 0, en lançant une pièce de monnaie. D'accord? On ne sait pas laquelle prendre. Voilà. Alors, le calcul est désormais très simple. Donc, chez la portée qui vient de naître, encore une fois, avant la sélection, A apparaît, donc combien de places? Eh bien, GW au carré, ça c'est toujours 1. Et pour les allèles où il y a, les places où il y a 1 et 0 de l'autre côté, j'espère que j'ai pris 1 plutôt que 0. Et alors, il y a ça, et il y a la moitié de la probabilité pour choisir 1, entre 0 et 1, et c'est ça. Et si vous faites le calcul, c'est GW. C'est exactement la même valeur sélective que chez les parents. D'accord? Donc, delta de mu est 0. Et ça tombe sous le sens, parce que si vous avez deux parents qui sont adaptés à l'environnement de la même façon, et si vous mélangez vos gènes, bien sûr, de façon probable, vous avez exactement la même valeur sélective. D'accord? Vous êtes aussi bien adapté que vos parents. Et ça ne change pas du tout, parce que ce n'est que les mélanges aléatoires. D'autre part, il y a quand même une variance, parce que et c'est tout à fait classique, donc vous faites ça, la formule classique, mais vous multipliez maintenant par la probabilité au carré, et ça vous donne 1,5 de G, W, 1 moins W. Alors, le dessin, on dit long sur ce qui se passe. On est parti de la population de parents comme ça, qui a cette moyenne, et chez la portée, ça s'étale, mais ça ne glisse pas. D'accord? Parce que c'est un mélange. Et là, on a pris la moitié supérieure, c'est là. Et vous voyez qu'en fait, ça a avancé dans l'adaptation. Enfin, je suis en train de dire de façon très compliquée quelque chose qui est extrêmement simple, en fait, qui est intuitif. Alors, vous avez vu donc la moyenne sur la portée de la valeur sélective est conservée dans ce cas par rapport à celle des parents. Et 0, cette formule clé, devient la vitesse de l'apprentissage, c'est d'une génération à la suivante. Le delta de mu est absent parce qu'il est 0. Il n'y a que cette sigma. Ce sigma, c'est racine de 1,5 GWT fois 1 moins WT. C'est la formule 2. Et c'est de l'ordre de G. Il y a une dépendance de G qui est de l'ordre de racine de G. Donc c'est à cette vitesse que l'espèce peut apprendre de l'information. En gros, il y a racine G bits qu'il peut apprendre de l'environnement par génération. Alors qu'avec les mutations seules, elle n'apprenait qu'un bit par génération. D'accord? Une accélération par un facteur de G. Alors, l'intuition, je me permets quand même de répéter, parce que tout ça, c'est extrêmement simple, en fait. Je résume. Donc, dans une espèce déjà bien adaptée, disons que delta W est positif, trafiquer avec mutation va sans doute gâcher l'adaptation. Parce que vous êtes bien adapté et vous gâchez une machine qui marche déjà. Et ça va gâcher la machine, bien sûr. D'accord? Donc, ça va baisser votre adaptation. Tandis que mélanger par sexe deux machines bien adaptées, qui marchent, va hériter de l'adaptation des parents. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, le mélange sexuel est nettement mieux que... Enfin, donc, en général, il y a les deux effets présents, parce que nous subissons des mutations et nous avons le sexe.
On va en discuter après. Mais en attendant, c'est la fin de la première partie, estimation 103 pour discuter de la tolérance. Mais ça, c'est une conséquence mathématique absolument immédiate de 1 et de 2. Alors, je vous rappelle, la formule 1, c'était ça. Jusqu'à quel m peut-on supporter les mutations pour que le membre gauche reste positif? Eh bien, vous faites le calcul. Et en fait, c'est la compétition habituelle racine Gm contre mgm. Voilà. Donc, m doit être de l'ordre de 1 sur G. D'accord? D'autre part, pour 2, c'est-à-dire pour une espèce sexuelle, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors là, attention, dans ce modèle qui est arrivé à la formule 2, on ne concernait que par le sexe, il n'y avait pas de mutation. Mais maintenant, il y a des mutations qui vous attaquent pendant que vous faites le sexe, d'accord? Et là, ce sera une compétition entre ceci, donc il y a moins quelque chose qui dépend de G, plus quelque chose qui dépend de racine de G, c'est ça les attaques de mutation, contre l'avantage tiré du fait que pour le sexe, il y a racine G qui vous avantage. Donc on va équilibrer tout ça, et la réponse est que m, le taux de mutation peut monter jusqu'à 1 sur racine G. Arithmétique tout à fait simple. D'accord? Donc on a tout démontré. Pour résumer, qu'est-ce que c'est qu'une espèce qui évolue? Eh bien, elle évolue dans un environnement qui change dans cet espace. Et on veut poursuivre cet environnement, ne pas être largué, laisser derrière. Voilà. Est-ce qu'on peut, comment dirais-je, toujours être près de l'environnement? Est-ce qu'on peut même l'attraper? Voilà, c'est la vitesse de la poursuite. Et la vitesse de la poursuite, vous y gagnez par un facteur de racine de G lorsque vous utilisez le sexe. Et si vous ne faites que des mutations, c'est de l'ordre de 1. D'accord? Et pour la tolérance aux mutations qui vous attaquent, c'est le contraire, mais enfin, c'est le même gain. Pour une espèce asexuelle qui ne fait que des mutations, c'est 1 sur G, c'est très peu. Enfin, tout de suite, vous êtes vulnérable et vous mourrez. Alors que si vous êtes une espèce sexuelle, vous pouvez supporter jusqu'à 1 sur racine de G. D'accord? Bien. Vous pouvez maintenant revenir de vos barres. Mais on va faire une pause, parce qu'on a parlé trop longtemps. Il est, selon la montre de M. Albouy, 2h24. On va faire une pause de 10 minutes. Et on va recommencer à 2h34. D'accord? Bon, alors, on va commencer la deuxième partie du cours. Très bien. Bien. Alors, quelques curiosités à propos de l'évolution, mais ce sont des curiosités qui font vraiment objet des réflexions, disons, de l'amusement, comme vous voulez, d'un mathématicien impliqué. Bon. D'abord, une observation. Il y a longtemps, je suis allé à l'aquarium de Boston, qui est magnifique, et j'ai tenu dans mes mains un Limulus polyphemus. Alors, j'ai regardé sur Wikipédia quel est le nom français, c'est limule. Ça ne me dit rien du tout, mais c'est ça la bestiole. Hein. Et ça fait, en fait, à peu près de cette taille. Et sur la côte est, sur les États-Unis, un peu vers le sud, on en trouve partout sur la plage. Et c'est un animal très, très, très ancien, pardon. En fait, ça peut dire quelque chose à des gens, parce que je crois qu'on a modélisé la tête des aliens à partir de cet animal. Ah bon? D'accord. Bon, très bien. Bon. Mais, d'accord, bon, d'accord. Et, bon, Polyphemus, ça vous rappelle tout de suite, dans l'Odyssée, champ 9, vers à partir de 105, c'est un monstre cyclope. Ça, c'est un des polyphèmes qui n'a qu'un œil. Voilà, et voilà, il a... Bon. Alors, j'ai eu ce dialogue avec quelqu'un du musée de l'aquarium. Cette demoiselle très savante me dit, eh bien, son sang qui circule est bleu. Ah bon, j'ai dit, c'est quand même bizarre, parce que je croyais que le sang était rouge, parce que le sang transporte justement l'oxygène en grouillant du fer. Hein, si vous avez du fer et il rouille, eh bien, il devient rouge. Parce qu'il porte maintenant de l'oxygène attaché, ça fait rouge, et puis il circule, il transporte de l'oxygène à notre... C'est ça le transport. Mais la demoiselle m'a dit, ah oui, chez nous, le transporteur, c'est l'hémoglobine, est à base de fer, mais il est à base de cuivre.
hémocyanine chez ces bêtes. Donc c'est du sang fait non pas avec du fer, mais avec du cuivre. Et j'ai dit, ah oui, d'accord, c'est la même chose que le vert de gris. C'est-à-dire que lorsque vous avez du cuivre et il est exposé à l'air pendant de nombreuses années, ça devient cette couleur. C'est ça, de l'oxydation, comme ça. Et donc, on attache l'oxygène et puis on transporte et on relâche. Bah, ça, c'est une autre histoire, comment on relâche, mais c'est ça. Donc, on peut faire du sang à partir du cuivre, non seulement à partir du fer. Et rouiller avec du fer, c'est rouge, mais rouiller avec du cuivre, c'est bleu, donc le sang est bleu. Voilà. Alors, on se demande, c'est quand même dramatique ce choix entre fer et cuivre. Alors, quel environnement il y a longtemps, a pu provoquer cette bifurcation entre hémoglobine et hémocyanine. Si vous êtes une espèce et vous voulez du sang, une circulation sanguine, vous voulez fabriquer du sang, quel métal utiliser? Mais c'est quand même, c'est un ou l'autre, pas les deux. Alors, c'est quoi? Enfin, je conçois très mal un environnement où on a fait le choix. Et aussi, d'autres métaux servent-ils de base à faire du sang? Je ne sais pas particulièrement. À propos, hémoglobine, hémocyanine ont des étymologies suivantes. Hémo, comme vous savez, c'est haima, en grec, ça veut dire sang. Il y a hémodynamique, comme une branche de hydrodynamique, de mécanique des fluides. Globine, ça vient du latin globulus, c'est-à-dire globule, existe en français aussi, ça veut dire petite boule. D'autre part, cyanine vient du grec kyanos, ça veut dire bleu foncé. C'est le nom du couleur. Donc, ces termes ne sont pas, comment dirais-je, symétriques. Ce n'est pas hémoglobine, hémocyanine. Voilà. L'observation suivante. Nous continuons. Observation 106. Vous savez, il y a beaucoup d'animaux, d'ailleurs la plupart des animaux ont une vision. Ont un mécanisme pour voir. D'accord? Mais il se trouve, vous avez remarqué sans doute, que presque tous les animaux voient dans le même sous-intervalle du spectre électromagnétique. C'est vrai, il y a des abeilles qui voient un peu dans l'ultraviolet, il y a peut-être quelques poulpes qui voient un peu dans l'infrarouge, et ainsi de suite, mais ces différences sont assez petites. En gros, nous voyons tous les animaux sur Terre voient dans la même partie du spectre électromagnétique. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de différentes structures de vision, mais pourquoi? Alors, c'est quoi? Eh bien, vous savez, il y a un livre d'électromagnétisme très célèbre, très usité dans des universités américaines, qui a été écrit par Jackson, Classical Electrodynamics. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un livre gros comme ça, et pour passer qualifying exam dans le programme de thèse dans des universités américaines, il faut avoir étudié, avoir résolu tous les exercices. Et c'est un livre vraiment, vraiment moche, parce qu'il réduit tout l'électromagnétisme a des fonctions spéciales, à des calculs comme ça, et c'est vraiment embêtant. Lisez plutôt Landau Lifshitz volume 2 et volume 8, ça c'est vraiment magnifique, ce sont les œuvres d'art. Mais ce livre très, très mauvais contient un exercice qui est bien. Parmi 800 pages, il y a un exercice qui est bien, et c'est de vous donner quelques éléments pour calculer, estimer le graphe d'absorption des ondes électromagnétiques par l'eau. Vous connaissez la forme de la molécule d'eau, ça fait à peu près 120 degrés, donc il y a des masses différentes, et voilà, vous calculez des oscillations normales comme ça qui absorbent, qui n'absorbent pas, et ainsi de suite. Donc vous pouvez calculer ce genre de choses. Et le résultat est étonnant, avec la mécanique quantique très simple, c'est ça. Alors, ça c'est en abscisse, c'est comme ça qu'on dit, en ordonnée, pardon, on a l'absorption, et à l'échelle logarithmique. Et là, sur l'abscisse, c'est ça, on a les longueurs d'onde. Et vous voyez que partout, pour presque toutes les longueurs d'onde, il y a beaucoup d'absorption. Donc, ça veut dire que l'eau ne laisse pas passer ces ondes. L'eau bloque ces ondes. Mais il y a quand même une fenêtre, là, juste en dessous de 1 micron, ici, où, pouf, ce mur solide qui ne laisse rien passer, en fait, a une fente, d'accord, une brèche.
Et à l'intérieur de cette brèche, en fait, l'eau est complètement transparente. Elle se laisse tout passer. Vous voyez, jusque-là. Et la différence ou le rapport de blocage ailleurs et de laisser passer dans cette petite fenêtre, c'est de l'ordre de, vous voyez, 10 puissance 7 jusqu'à 10, c'est de l'ordre de 10 puissance 8. Donc, à l'extérieur de cette fenêtre, l'eau est complètement noire, enfin, on ne laisse rien passer, mais à l'intérieur de cette petite fenêtre, on laisse tout passer. Et cette fenêtre coïncide avec le spectre visible. Et ça vient de la propriété quantum mécanique de l'eau. Très simple. Et désormais, on sait ce qui se passe. Le fait que tous les animaux voient dans le même sous-intervalle du spectre, c'est la preuve que nous sommes tous venus de la mer. Parce qu'il y a très très longtemps, nos ancêtres, qui ne nous ressemblaient pas encore, ont décidé qu'en grouillant comme ça au fond de la mer, tiens, on aimerait quand même ramasser un peu d'informations sur notre environnement. Et on aimerait le faire à l'aide des ondes électromagnétiques. À ce moment-là, ces bestioles n'avaient qu'une seule fenêtre à utiliser, c'était cette fenêtre. C'est ça. C'est pour ça que nous voyons tous dans la même partie du spectre visible. À propos, une petite digression qui est connue des astronomes qui sont présents dans cette salle. D'abord, je vais vous poser une question piège. Quelle est l'étoile la plus brillante dans le ciel? Les connaisseurs disent Sirius, mais c'est faux parce que l'étoile la plus brillante, c'est quand même le Soleil. Donc, quelle est la deuxième étoile la plus brillante dans le ciel? C'est Sirius. C'est Alpha Canis Majoris. Alors, Sirius, si vous sortez la nuit, vous regardez, c'est très brillant, surtout en hiver, il est blanc, un peu bleu, bleuâtre blanc. C'est très clair. Or, dans l'Antiquité occidentale, à partir de Almageste de Ptolémée, et Ptolémée était quelqu'un de très très soigneux, donc il faisait très attention, Sirius est qualifié de rouge. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous le regardez, il est bleu, il est blanc, mais il est qualifié de rouge dans tous ces livres. Alors, un mystère de l'histoire d'astronomie, en fait. Et, ma foi, beaucoup de gens ont proposé des tentatives d'explication. D'abord, que Sirius, on sait depuis, d'ailleurs, c'était le travail qui a motivé Bessel à découvrir ces fonctions de Bessel. Sirius est un binaire, d'ailleurs, la plupart des étoiles dans l'univers sont des binaires. Et son compagnon, maintenant il est invisible parce que c'est un nain blanc, aurait été un géant rouge. Donc on voyait le rouge à l'époque, puis il s'est effondré, il est maintenant devenu un nain blanc, mais l'échelle du temps ne me permet pas tout à fait, enfin 2000 ans, c'est un peu court quand même. Une autre théorie un peu plus, comment dirais-je, ennuyeuse, mais plus raisonnable, c'est qu'il y a eu un passage devant Sirius d'un nuage interstellaire. Bon, ça va, donc ça a changé un peu, ça va. Et une autre théorie, ma foi la plus intéressante, c'est que tous ces Grecs ont été daltoniens. Et à l'appui, on cite souvent cette épithète homérique. Vous connaissez les épithètes homériques? Donc, dans Homère, chaque fois qu'un personnage apparaît, il y a toujours une suite d'adjectifs qui accompagnent le nom. Par exemple, lorsqu'on parle de l'aube, c'est rhododactylos héos, l'aube aux doigts de rose, parce que c'est les doigts très longs qui passent à travers le ciel, et ainsi de suite. Et par exemple, Héra, c'est la femme de Zeus, c'est toujours avec les bras blancs. Enfin, je traduis. Donc, et ça fait gagner, bien sûr, du temps aux poètes qui chantent. Parce que je suis en train de penser, bon, qu'est-ce qui vient après? Bon, je peux égrener une suite d'adjectifs, bon, voilà. Mais, alors, il y a beaucoup d'épithètes homériques, et il y a une phrase épithète homérique très célèbre, oinops pontos, c'est-à-dire mer vineuse. La mer à la couleur du vin. Et depuis longtemps, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La mer n'a pas la couleur du vin. Si, dans une certaine partie de la Méditerranée, c'est la couleur du vin. Par exemple, aller en Grèce, on m'a dit, et je suis allé en Grèce, non, elle n'a pas du tout la couleur du vin. Et ainsi de suite. Bon, donc, tous ces Grecs ont été daltoniens. Voilà. À propos des archives chinoises, j'ai enfin, après 20 ans de recherche, j'ai fini par les trouver. En fait, ils disent blanc. Donc, c'est autre chose. Bon.
Une troisième observation, il y en aura d'autres lorsque je vais distribuer les notes en ligne, mais je n'ai pas encore eu le temps de les rédiger. Observation 108. Alors, vous savez, par exemple, où est Gabriel? Est-ce qu'il est là encore, Gabriel? Non, il est parti, voilà. Alors, il y a des gens comme ça qui sont évidemment vraiment géniaux en informatique et ils ont le tempérament, enfin, ils ont l'aptitude pour programmer. Ils sont bons en programmation. Hein? Il y a des gens qui sont vraiment doués en programmation. Question, que faisaient ces gens avant l'invention des ordinateurs? Pourquoi, génétiquement, en termes d'évolution, ce genre de talent a-t-il survécu? Parce que ça ne sert presque à rien, en fait. On peut en dire autant des aptitudes mathématiques. Hein? Bon, c'est vrai, comment dirais-je, l'aptitude pour raisonner, pour faire des calculs simples, bon, ça aide. Mais ma foi, pour faire, par exemple, le programme de Lagrange, est-ce que ça aide à la survie? Peut-être à l'économie supérieure, mais pas ailleurs. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi? C'est un grand mystère. Hein? Bon. Et ainsi de suite, on peut. Alors, la quatrième partie s'intitule NOUS. Et c'est nous. Ce n'est pas nous au sens philosophique. C'est nous, c'est-à-dire pronom de la première personne au pluriel. D'accord? Nous. Pas nous. Vous savez, les philosophes, depuis longtemps, nous rabâchent les oreilles, aiment revendiquer des phrases comme « l'homme est le seul animal qui… » machin chose. Voilà. Et chaque fois, il y a un contre-exemple immédiat. Donc, l'homme est le seul animal qui rit, l'homme est le seul animal qui mérite qu'on rit à propos de lui, l'homme est le seul animal qui utilise des outils, l'homme est le seul animal qui a maîtrisé le feu, l'homme est le seul animal qui n'a pas… qui interroge son téléphone portable tout le temps. J'ai oublié de vous montrer une photo, mais il y a un singe qui le fait aussi. Et voilà. Donc, alors, moi, j'ai ma version, parce que je me considère comme un peu philosophe, n'est-ce pas? Alors, problème 109. Homo sapiens ne serait-il pas un rare animal, sinon l'unique, qui élève des portées multiples en parallèle, en termes de circuits électriques, en parallèle? Voilà, je fais un dessin. Vous savez, la plupart des autres animaux, je dirais presque tous, même les éléphants, le font en série. C'est-à-dire, d'abord, on donne naissance à une portée, comme ça, et maintenant, tout le monde grandit, et puis quitte le nid, et seulement ensuite, la portée suivante arrive. Et, bon, tout le monde grandit, quitte le nid, et la portée suivante. Alors que chez l'humain, il y a un enfant, donc c'est une portée, un singleton, et ma foi, pendant qu'il grandit, il n'a pas encore quitté le nid, loin de là. Il y a une autre portée qui arrive, une autre portée, en fait, on les élève en parallèle. Et je ne vois pas beaucoup d'autres animaux qui font ça, en fait. Même chez l'éléphant, j'ai trouvé, enfin, j'ai demandé à un zoologue, je pense qu'il a raison, il y a un éléphant, un bébé, qui grandit. Bon, il y a un troupeau, hein, donc il reste quand même dans le troupeau, mais il devient quand même indépendant de la mère, et il commence à être un peu un demi-adulte, et seulement à ce moment-là, la mère donne naissance à un autre bébé éléphant, il paraît. Alors, comment se fait-il? En tout cas, c'est une tentative qui est comparable à celle de la plupart des philosophes dans l'histoire. D'accord? Alors, je pense que solution consiste en ceci, peut-être, je dis, hein, je n'affirme pas. Parce qu'une portée humaine est typiquement un singleton, comme on a vu. Et vous savez à propos, la probabilité d'avoir des jumeaux, est-ce que vous connaissez par cœur? C'est 1 sur 80 à peu près. Donc vous comptez le nombre de naissances. Quelques naissances concernent les jumeaux. On ne compte pas le nombre d'individus, mais on compte les naissances. Et 1 sur 80, c'est des jumeaux. Vous connaissez la fréquence des triplés? C'est 1 sur 80 au carré, à peu près. Et jusque-là, la statistique est assez bonne. Quant au quadruplé, 4 bébés en même temps, la statistique devient un peu floue, mais on peut dire assez bien que c'est 1 sur 80 au cube. Et il y a quelques statistiques, quelques données pour des quintuplés, c'est 1 sur… Voilà. Donc ça semble être 80 puissance 1 moins m, ou c'est le m-tuplé. C'est intéressant, hein? D'où vient ce 80? Voilà. D'autre part, un bébé humain, comme vous savez, d'ailleurs je parle en connaissance de cause, hein, a besoin d'une longue période de soins
mais vraiment fantastiquement longue. D'accord? Il est né, et pendant, Nicolas, enfin tes enfants, pendant 18 ans, peut-être 20 ans, il faut s'occuper de... Moi, je n'en ai fait que 6 ans pour l'instant, enfin 5 ans et demi. Oh là là, encore. Bon, longtemps. Or, un bébé humain a besoin de beaucoup de soins pendant une très très longue période. Par contre, à l'ère préhistorique, vous savez, les humains ont connu l'indépendance vers 10 ans, donc ils ont commencé à se procurer des nourritures et se promener vers 10 ans, ont atteint leur maturité sexuelle vers 15 ans, d'accord? Pas dans la société moderne civilisée qui est très artificielle, mais dans le sauvage, et ils sont morts, ma foi, vers 30-40 ans. Et vous connaissez la moyenne de vie globale jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était 30-40 ans, dans tous les pays. C'est dramatique quand même. Enfin, on a fait beaucoup de progrès depuis 100 ans. D'accord? Alors, compte tenu de tous ces nombres, il est clair qu'en série, il est impossible d'élever suffisamment d'enfants pour assurer la continuation de l'espèce. Parce que pour chaque couple, il faut 3 enfants. Et si chaque enfant, il faut 15 ans, 10 ans, et on meurt à 30 ans, et ça ne colle pas. Hein, c'est impossible. On ne peut pas faire ça en série. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, je pense, pourquoi les humains doivent procéder en parallèle. Mais cela ne fait que repousser la question au problème suivant, problème 110. Alors, pour quelle raison cette longuissime période de soins? Pourquoi un bébé humain a-t-il besoin d'autant de soins? Et après tout, vous savez, il y a beaucoup d'animaux, des girafes qui sont nés, et au bout de à peu près 5 minutes, ils se mettent à marcher, et voilà, ils courent après sa maman. Et pourquoi les humains sont-ils comme ça? Alors, solution 110, il y a une théorie qui a été, je pense, la première, enfin, je n'ai pas trouvé d'autres références antérieures. Bolk, c'est un Néerlandais dans les années 1920, puis Stephen Jay Gould, qui est très célèbre, qui est mort depuis, et Ever Since Darwin. C'est un recueil d'essais très, très intéressant de 1973. On proposait que c'est à cause de la néoténie, c'est-à-dire que les bébés humains sont tous des prématurés. Zoologiquement parlant, ils sont tous des prématurés. Donc, ils sont sortis de leur mère trop tôt. Et pourquoi sortir trop tôt? Parce que, et d'ailleurs, plus tard, vous savez, on constate que les adultes humains ressemblent à de jeunes primates. Et lorsqu'on vieillit, on commence à ressembler à des primates adultes. Non, mais enfin, c'est un peu violent comme énoncé, mais c'est vrai en plus. Non, mais par exemple, quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ressemble à des primates, mais des primates très très jeunes, des bébés primates. C'est seulement plus tard qu'on commence à avoir l'allure des primates, mais primates seulement adultes. Donc, on est toujours derrière le développement individuel des primates. Alors, c'est qu'un bébé est né, vous savez, au dernier moment possible où il peut passer sa grosse tête à travers le canal utérien. Le canal utérien est assez étroit, et le bébé grandit, le fœtus grandit, et sa tête devient très très grosse, et à un moment donné, il ne faut pas attendre davantage parce qu'on ne peut plus sortir. Et en fait, lorsqu'on observe beaucoup de singes, des primates qui sont près de chez nous, il y a beaucoup d'accidents de mort de la mère qui tue aussi le bébé, c'est que le bébé est coincé dans le canal utérien. Mais chez l'homme, c'est encore pire. Alors que le reste du corps du petit est encore à peine prêt, en fait. Parce que la tête est proportionnellement trop grosse. Et c'est que Homo sapiens, c'est bien l'espèce qui a misé sur sa tête. Et pour cause, parce que d'autres animaux ont misé sur le bras, sur les jambes, et ainsi de suite, sur la puissance. Mais en fait, ça continue après la naissance. Par exemple, vous connaissez cette fontanelle dans le crâne d'un bébé. Il y a une partie qui n'est pas, enfin beaucoup de parties qui ne sont pas encore fermées, et puis c'est très, très mou. Et d'ailleurs, chez Tomo, notre aîné, pas chez Michi, je voyais que lorsque je le tenais comme ça, j'observais la fontanelle toute la journée comme ça, et lorsqu'il respirait,
Petit cheveu faisait ça. C'était très marrant. Mais enfin, monter, descendre. Alors, la longue période est aussi tournée en avantage chez les humains parce que cela vous force des liens intergénérationnels. Et il faut que les générations se croisent et s'enchevêtrent et puis voilà, soient en contact pour transmettre toute la culture qui fait notre force. D'accord ? Et en fait, donc, on ne veut pas que les enfants deviennent indépendants trop vite. Parce qu'il faut leur apprendre la langue, il faut leur apprendre la bonne manière à table, et ainsi de suite. D'accord ? Et ensuite, les mathématiques supérieures et machin, voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi une portée humaine est toujours, enfin presque toujours en sanglotant. Ça, j'ai réfléchi, mais je ne trouve pas encore de réponse en tant que mathématicien appliqué. Voilà. Bon, on va finir assez tôt aujourd'hui. Oh, quelle joie. Alors, vous savez, lorsque Darwin a travaillé, il ne travaillait pas dans le vide, merci. Voilà. Il y a eu d'autres gens avant Darwin, et très peu avant, qui a pensé à l'évolution. Darwin, j'ai donné les dates, à peu près, comment dirais-je, à l'intérieur du 19e siècle, c'est bien casé, mais il y a aussi Lamarck, votre compatriote, hein, qui a vécu de 1744 à 1828. C'est l'époque de la Révolution, donc Lavoisier a perdu sa tête, et ainsi de suite, mais enfin. Bon, Lamarck avait une autre théorie, différente de Darwin, de façon absolument fondamentale. Et dans le langage à la mode à présent, il a préconisé l'héritabilité des traits acquis. Hein? Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, M. Bergeron est un grand mathématicien, un des plus visibles à l'extérieur de la France d'ailleurs, et ses enfants sont nés déjà grands mathématiciens. C'est très commode, n'est-ce pas? Voilà. Des traits acquis. Et si vous êtes très très musclé maintenant parce que vous avez exercé, eh bien vos enfants sont déjà nés musclés, ainsi de suite. Voilà. Par contre, Darwin, dont la théorie a fini par gagner, affirma à peu près le contraire, c'est que les mutations s'opèrent à l'intérieur des gènes, hein, aléatoirement. Donc, si, par exemple, l'environnement se chauffe de plus en plus, et vous êtes une souris, vous donnez naissance à autant de souris, de bébés souris poilus que de souris nues. D'accord ? Et c'est seulement après la naissance que la sélection naturelle opère, et puis les nus survivent alors que les poilus étouffent de chaleur. Voilà. Mais à la naissance, les mutations se font juste à l'intérieur des gènes, protégé de toute information de l'environnement. L'environnement n'a pas de vote du tout sur les mutations. D'accord. Alors, la lamarckienne, bien sûr, si elle existe, jouit d'une vitesse de poursuite très rapide. Parce que l'environnement, enfin, de génération en génération, on peut passer tout le bagage des améliorations génétiques à la génération suivante. Alors que la darwinienne est très, très gaspilleuse. C'est-à-dire que, enfin, quel que soit l'environnement dans lequel je vis, eh bien, je mise à peu près partout de façon uniforme, qui n'a rien à voir avec la réalité de l'environnement. Hein? Ça gaspille beaucoup. Et ça va très, très lentement. Et pourtant, la biologie s'avère darwinienne et très lente. Bon, je sais que certains ont commencé à rouspéder. Bon, qu'en est-il de l'épigénétique? Mettez-le à côté. Et d'ailleurs, l'épigénétique, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. C'est parce que c'est une espèce de, comment dirais-je, de switch, d'interrupteur qui existe déjà comme mais, on marche ou mais. Ce n'est pas tout à fait la même nuance. Mais enfin, bref, donc, laissons de côté l'épigénétique. En gros, la biologie est darwinienne. Alors pourquoi? Si le lamarckisme est si efficace, pourquoi la biologie est-elle darwinienne? Voici un problème bizarre. Vous savez, l'évolution darwinienne a su créer une diversité absolument ahurissante d'espèces différentes. Des espèces les plus cocasses. Enfin, je vois quelques espèces. Est-ce que ça existe vraiment, enfin, ce genre de choses? C'est vraiment étonnant. Et si l'évolution darwinienne a été si créatrice, comment se fait-il qu'elle n'a pas fini par produire une espèce lamarckienne? D'accord ? Une espèce capable de l'évolution lamarckienne, parce que le lamarckisme est beaucoup plus efficace.
pourquoi le lamarckisme ne serait-il pas un aboutissement de l'évolution darwinienne? Je crois deviner la solution, et on peut quantifier un tout petit peu aussi, mais je vais passer outre, d'accord? Solution 111. Alors, rappelez-vous cette image de l'espace, d'accord, dans lequel il y a l'environnement qui change, et puis l'espace, une espèce de nuage de distribution de génotypes poursuit l'environnement. Bon, tant que l'environnement change très très doucement, les lamarckiennes s'y collent complètement parce qu'elles sont très vite, hein, elles sont juste à l'environnement, juste autour, un nuage très très serré, très concentré, alors que les darwiniens, enfin, ne savent rien du tout, et puis bon, c'est là, ben, quand même, je donne naissance à des gens comme ça, des enfants comme ça, et c'est très lent, d'accord, c'est très inefficace. Mais c'est tant que l'environnement change lentement. Supposons maintenant que l'environnement change de façon abrupte, brusquement, et saute ailleurs, très loin dans l'espace. Alors, toute espèce lamarckienne sera laissée derrière. Alors que les darwiniens, qui misaient un peu partout comme ça, avec une distribution très très étendue, capteraient sans doute, parce qu'il y a eu des enfants qui se seraient morts, hein, il y a pas mal de temps, mais maintenant que l'environnement est venu là, ils captent la nouvelle chance pour faire un nouveau départ. Voilà. Donc, bref, ce qu'on peut dire, c'est que le lamarckisme est efficace mais fragile, d'accord, mais alors que le darwinisme gaspilleur mais robuste. Et je pense que c'est ça. C'est que l'environnement a changé de façon brusque assez de fois dans l'histoire de l'évolution, donc le lamarckisme n'avait pas de chance. Mais j'ai dit tout à l'heure que la biologie était darwinienne. Or, il existe une espèce quand même qui pratique le lamarckisme. C'est nous. Pour des raisons humanitaires, on a sinon arrêté quand même beaucoup freiné l'évolution darwinienne. Par exemple, je suis épileptique, il se trouve, mais on m'a laissé survivre. Et regardez le nombre de gens qui portent des lunettes dans cette salle. Ce n'est pas un avantage pour la survie, mais quand même, nous survivons. Enfin, par d'autres moyens. Voilà. Donc, on a arrêté à peu près, enfin, on a freiné l'évolution darwinienne. D'autre part, Homo sapiens pratique, mais de façon extrêmement énergique, je dirais même obsessionnelle, le lamarckisme, mais au niveau, non pas génétique, mais au niveau culturel. Par exemple, mes enfants sont en cours de devenir bilingues, japonais et anglais, et s'ils parlent japonais, c'est parce que je suis là. Il n'y a pas d'autre raison. La langue, c'est vraiment le lamarckisme le plus typique. Mais il y a d'autres choses, voilà. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'humanité a quand même dominé la Terre, parce que le lamarckisme est très très efficace. On avance extrêmement vite. Hein. Toutes les autres espèces sont darwiniennes, et puis sont laissées derrière. Mais alors que nous avons changé le jeu en abandonnant l'évolution génétique, mais on a sublimé, pour ainsi dire, l'évolution à un autre niveau culturel. C'est ça. D'accord? Mais, ironie du sort, Homo sapiens, nous sommes une espèce aussi qui s'acharne à faire sauter l'environnement. Nous voulons vraiment changer l'environnement. Or, le seul espoir d'une espèce lamarckienne, comme on a vu, c'est d'espérer, prier chaque jour que l'environnement ne change pas. D'accord? Alors, je vous souhaite un très agréable week-end et à la semaine prochaine.